La bataille de God Valley approche à grands pas. Le trésor des Rocks est apparu dans ce chapitre et sera probablement l'une des principales raisons ayant mené l'équipage de Chebek à prendre d'assaut ce lieu qui cachait la chasse des Tenryubito. Dans cette review, vous allez tout découvrir des plus petites subtilités de ce chapitre ainsi que comment et pourquoi Imu serait apparu devant Roger et Chebek sur God Valley pour affronter et éliminer son plus sérieux concurrent au titre de roi du monde. Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau moment de détente et de plaisir du dimanche. Je vous invite comme d'hab à liker et à vous abonner à la chaîne, merci beaucoup, mais surtout dites-moi en commentaire si vous pensez que l'incident de God Valley aura lieu dans ce flashback ou si au contraire, d'après vous, on ne verra absolument rien de cette grande guerre qui aura emporté Chebek dans sa tombe. Très hâte de vous lire mais surtout de commencer cette review, alors prenez un truc à manger car pour ce qui est de boire, j'ai déjà tout ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli est un nouveau partenaire de la chaîne et si comme moi vous ne consommez que très peu de soda à cause des doses excessives de sucre ou au contraire avec vous avez du mal à vous en passer, eh bien Oli est très probablement la meilleure alternative au soda industriel. Pas de sucre ni taurine, riche en antioxydants et en vitamines, c'est 100% vegan mais aussi 100% arôme naturel avec une vraie démarche écologique puisque un seul pot contient l'équivalent de 50 portions. Au niveau des gammes, il y en a 3 de principales, énergie, iced tea et hydratation. L'énergie sera comme son nom l'indique destinée à ceux voulant réduire leur consommation de café en se donnant un petit coup de boost. Ça reste de la boisson énergisante alors comme chaque boisson de ce type, on n'en consomme pas n'importe comment ni à n'importe quel âge. L'iced tea sera l'alternative plus saine qu'un soda traditionnel mais aussi plus diversifié avec un tas de goûts différents comme le gros banger qui est le citron vert matcha menthe thé vert là au point où je leur ai carrément demandé une boîte de 50 portions. Alors bien sûr ça a beau être une alternative aux boissons sucrées et jamais Oli ne remplacera notre bonne et précieuse eau. Pour votre santé, ne cessez jamais de vous hydrater et je rigole même pas là-dessus. Donc si tu veux quand même découvrir Oli, tu as le choix. Le pack découverte te permettra de tester plusieurs saveurs pour cibler tes préférés. Les pots de 50 portions seront justement pour ta saveur préférée et sont plus rentables pour environ 80 centimes par portion. Et puis sinon, t'as les boîtes de 10 portions, ça prend pas de place, ça se glisse partout. Avec mon code GODJI5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande dès 15 € d'achat et mon code GODJI pour 10% de réduction sur n'importe quelle commande pour ceux ayant déjà commandé sur Oli. Merci à eux pour cette sponsor et merci à vous de l'avoir regardé. Maintenant, passons à la suite de cette vidéo. Alors, ça commence déjà très bien puisqu'on a la suite de la mini-aventure de Yamato. Elle était devenue subitement très intéressante après qu'il se soit arrêté dans la région de Ringo pour honorer la mémoire d'un héros de WizBlue élevé ici même. Les théories ont fusé sur l'identité de ce mystérieux samouraï et celle qui m'a personnellement le plus charmé, c'est qu'il s'agisse de Jigoro, le samouraï zombie de Thriller Bark. Il vient aussi de WizBlue, il est devenu légendaire après avoir défendu sa famille en tuant pas moins de 7000 pirates. C'est totalement délirant, j'arrive même pas à imaginer qu'un personnage puisse tuer autant de personnes déjà, mais du coup ça donnait vraiment un intérêt à la théorie qu'il soit ce héros de Ringo. Aujourd'hui nous apprenons donc que pour protéger le village, ce mystérieux héros s'est battu contre Kaido mais est mort sans laisser de corps derrière lui. Donc déjà nous avons la confirmation que ce n'est pas Ryuma puisqu'il était déjà mort quand Kaido a débarqué sur Wano, mais ça fait encore plus de sens avec Jigoro du coup puisque Kaido était un pirate et il avait une armée entière avec lui, ce sont ses soldats qu'il aurait pu décimer. Et quand la phrase implique qu'il est mort sans laisser de corps, c'est peut-être car ce corps a été récupéré par Moria quand il est venu sur Wano Kuni récupérer Ryuma, expliquant sa zombification. Et l'argument ultime, Jigoro s'est vu recueillir l'ombre de Zoro. Or Zoro est un descendant du clan Shimotsuki, bien qu'il soit né sur East Blue. C'est un parallèle parfait avec Jigoro venu de West Blue sur Wano Kuni à Ringo, la région qui est justement gouvernée par les Shimotsuki. Donc je sais pas si on aura la révélation un jour ou non, mais je trouve que ça colle vraiment toujours aussi bien et j'aimerais vraiment que ce soit ça pour donner un semblant d'histoire à ce samouraï qui est sûrement encore aujourd'hui l'un des plus grands tueurs de One Piece. D'ailleurs, on notera Culti et Page One sont restés dans la provoque en formant un bonhomme de neige à l'effigie de Kaido. Culti avait déjà commencé en arrivant au village. Il faut pas oublier que l'empereur était comme un père pour eux, en particulier en les adoptant après la mort d'Hanafuda, le Shichibukai qui était leur vrai père biologique. Ok, alors la partie du chapitre qui va suivre va se focaliser sur les Rocks, bien sûr, mais aussi sur leurs méfaits. Dès le début, on les voit attaquer le temple fédéral de la bienfaisance internationale qui, d'après son chef, recèle un gros paquet de fric destiné aux enfants démunis. Ensuite, on voit Shiki piéger ses propres Nakama en balançant à Kaido, Barbe Blanche et Kiyo une bombe pour apparemment garder davantage de trésors pour eux. Finalement, le raid se termine avec l'arrivée d'une flotte de la marine que Chebek se fera un plaisir d'annihiler. Voilà, donc on a déjà plusieurs choses à dire et à voir dans cette partie.
partie-là. Barbe Blanche avait déjà son fruit du démon, c'est sa plus vieille utilisation connue pour l'instant, mais rien ne nous dit quand il l'a eu. Sa discussion avec Kaido était d'ailleurs assez marrante parce que ce dernier veut un fruit du démon et Newgate lui conseille de bien choisir vu que c'est pour la vie. Sauf que, eh bien, Kaido n'a absolument pas choisi son fruit du démon apparemment puisque c'est Big Mom qui lui a donné pour lui sauver la vie. Ensuite, si vous regardez bien l'état des 3 Rocks qui ont pris pleine poire la bombe envoyée par Shiki, qui avait par ailleurs lui aussi son pouvoir en flottant dans les airs, eh bien le seul à mocher c'est Kyo. Kaido et Newgate sont parfaitement intacts. Il faut croire que c'est un moyen de marquer l'écart phénoménal de puissance entre lui et les 2 futurs empereurs qui ne subissent 0 dégâts d'un tel explosif. Et en enchaînant avec Kyo, vous vous souvenez peut-être de la théorie que je vous avais évoquée dans la dernière review, il serait un infiltré de la marine chez les Rocks, un traître qui garde à l'œil Chebek après qu'il ait tué un amiral. Cette hypothèse prend du sens aujourd'hui quand Barbe Blanche s'étonne de la rapidité de la marine pour mobiliser toutes ses troupes et précisément venir attaquer les Rocks sur cette île, comme si l'information avait fuité quoi. Ça serait donc normal puisque Kyo en serait à l'origine, il serait le traître des Rocks et Chebek risque de s'en rendre compte très bientôt vu que celui qui se fera appeler Hache d'Argent plus tard n'était pas présent sur God Valley, soit il a quitté les Rocks avant, soit Chebek l'a tué. Finalement, on vient à la partie des méfaits des Rocks. Enfin, on parle de ce sujet si important concernant cet équipage. Bah oui, ça fait 6 ans qu'on nous dit et qu'on croit que les Rocks sont des gros enfoirés qui s'entretuent et qui tuent des civils. Pourtant, de ce qu'on a vu depuis quelques semaines, bah ça a pas l'air d'être vraiment le cas et Chebek semble même plutôt calme de ce côté-là. Mais c'est bon, ce chapitre remet les pendules à l'heure et les Rocks sont vraiment méchants, hein? Eh ben, peut-être pas. Finalement, rien n'a vraiment changé et je vais vous expliquer pourquoi. Dès le début, on tente de nous faire croire que les Rocks volent aux enfants démunis, donc c'est vraiment assez horrible, sauf que la news est instantanément rejetée par Big Mom qui les traite de menteurs et le chef du temple qui confirme qu'ils sont au courant de tout. Donc les Rocks n'ont pas porté atteinte aux enfants démunis, pas du tout même, alors que ça aurait pas été étonnant de la part vu la réputation de sans foi ni loi qu'ils ont. Non, ils ont juste volé à des voleurs. Ensuite, on a la fameuse trahison entre l'équipage avec Shiki qui bloque Kaido, Newgate et Kyo. Ironiquement, Kaido et Newgate n'en ont absolument rien eu à faire. Ils étaient de toute façon insensibles à l'explosion. Le seul qui a pris cher, c'est l'ennemi juré de Shiki, Kyo, et c'est justement le présumé coupable de trahison. Donc en vrai, même là, c'est pas vraiment tant déplacé venant de Shiki. Pour finir, on a toute une page du narrateur nous expliquant les crimes commis par l'équipage en seulement 2 ans d'existence. Là encore, on n'a aucune confirmation que les assauts étaient contre des civils, les navires coulés pouvaient être ceux de pirates ou de marine, les ports brûlés peuvent également être ceux de repères pirates, les villes détruites peuvent être liées au gouvernement mondial ou à des voleurs comme le temple qui les ont attaqués au tout début. Tandis que le pays renversé, ok, mais Luffy ou Dragon, eux aussi ont renversé des pays en faisant chuter leur roi corrompu, donc jusque là, bon, c'est ok. Je cherche pas non plus à lisser à l'extrême l'image de l'équipage des Rocks, ce ne sont pas des enfants de cœur de toute façon et ça se voit, mais quand même je trouve ça marrant qu'Oda, même quand il veut les diaboliser, il les diabolise pas trop non plus, comme s'il essayait de rattraper leur réputation pourrie. Et surtout on les voit encore attaquer la marine, ce sont leurs principales cibles et ça, ça change pas. Voilà, donc passons à la suite parce que pendant que Chebek détruit des navires de la marine, Harald lui veut se farcir le gouvernement mondial. Et oui, notre bon roi perd patience au large du Nil du Nouveau Monde et Nietzsche, Harald s'oppose aux Cypherpole qui sont ici pour kidnapper les habitants de l'île, île qui n'est pas affiliée au gouvernement et donc leurs habitants n'ont même pas le droit au statut d'humain. Le problème, c'est que cette île est un pays allié à Elbaf, ils ont aidé les géants lors de la grande famine au chapitre 1154 avec, vous savez, les bateaux pleins de nourriture se dirigeant vers l'île, magnifique scène d'ailleurs. Harald, ne pouvant laisser ses amis subir un sort si horrible, a donc tenté d'échanger en vain avec le gouvernement, vraiment en vain pour le coup puisque ces ordures ont joué la carte du chantage, si tu t'occupes de cette histoire, ton pays ne sera pas affilié au gouvernement. Chose qui, je vous rappelle, est le rêve absolu d'Harald depuis des dizaines d'années maintenant, il a délaissé Elbaf pour faire en sorte qu'Elbaf soit lié au gouvernement pour retisser des liens avec le reste du monde, ça ne pouvait que le toucher. Donc évidemment, ça a mal fini, l'humanité du géant prend le dessus quand le Cypherpole exécute à bout portant cette prisonnière qu'il ne considère comme des insectes. Cerise sur le gâteau, le World Economic Journal reprend l'événement incriminant Harald d'avoir montré son vrai visage en coulant un navire de la marine innocent. Bon, alors en vrai, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement, cette scène est infiniment triste, Harald a parfaitement réagi, même si je n'arrive toujours pas à concevoir qu'il tente encore de rejoindre le gouvernement vu le traitement qu'il réserve aux humains. Alors qu'à côté, t'as Chebek avec qui il discute dans le bar d'Ida, il est parfaitement conscient des mots du gouvernement, lui disant même qu'il avait averti en fait qu'ils étaient tous comme ça. Donc ouais, Harald est vraiment attachant, hein. C'est un vrai coup de cœur, un personnage que j'ai adoré, mais ça en est presque dommage qu'il n'ait pas suivi les Rocks finalement. Lui qui est encore venu lui demander de rejoindre son équipage. Parce que le seul moyen de véritablement vivre en harmonie avec les peuples comme le souhaitait Harald, ce n'était pas en rejoignant ce gouvernement qui n'avait
aucune considération pour la vie humaine, mais plutôt de le détruire pour mieux le reconstruire. Et c'est vraiment ironique quand on y pense, Chebek était une bien meilleure lueur d'espoir que la diplomatie. Nous apprenons également qu'Harald connaissait Garp et même semblait ami avec lui puisque ce dernier s'est moqué de sa décision de se raser la tête. Chebek semble également avoir un semblant d'estime pour lui puisqu'il déclare que Garp déteste ses supérieurs et devrait devenir pirate. Forcément, Garp n'a pas du tout la mentalité du marine basique qui a toujours rejeté la noblesse en refusant de devenir amiral pour ne pas avoir à servir directement les Tenryubito. Alors que Kong, que l'on découvre être un amiral de la marine avant d'être le chef d'état-major des armées sur Marie-Joise, n'a strictement aucun scrupule à courber les chines devant eux. Bref, lui, Garp, ce qu'il veut, c'est combattre les pirates, les mauvais pirates, et c'est précisément pour ça qu'il est en quête constante d'augmenter la puissance de la marine. Donc, lui aussi veut recruter Harald et les géants. Que ce soit la marine ou les pirates, tous veulent s'allier aux géants d'Elbaf, tous veulent bénéficier de leur force, alors que paradoxalement, Harald, lui, veut se détacher de cette image belliqueuse qui leur colle à la peau. Nous n'apprenons rien de nouveau ou de concret dans toute cette partie, alors on va passer à la suite, car de toute façon, il faudra revenir sur le cas de Chebek Harald un petit peu plus loin. Là, on va s'arrêter sur la ruche, puisqu'un événement qui va changer tout le destin de l'île a eu lieu. Les informations sont formelles, Shaki a renoncé à son statut de capitaine des Kuja. L'idole de tous les pirates a pris la décision de quitter le métier, plongeant tous ses adorateurs dans un mal-être sans nom, et pas pour longtemps. Déposée par Toritoma qui devient ainsi la nouvelle capitaine des Kuja, Shaki pose le pied sur l'île des pirates, illuminant ce trou à rats. Vient-elle rejoindre les Rocks? Non, pas officiellement. En tout cas, elle souhaite seulement vivre ici reclus après avoir quitté sa terre natale afin de se cacher de la marine qui n'aurait pas cessé de la pourchasser. Ce qu'en pense Chebek, le roi de l'île, eh ben, comme tous les hommes des Rocks, excepté Kaido qui n'est définitivement pas attiré par les humaines, eh bien tous sont tombés amoureux d'elle. Même notre impassible barbe blanche. Shaki fait désormais partie de la ruche où elle aura ouvert un bar et deviendra pour ses pirates un véritable trésor. Ok, donc toute la scène était marrante. Elle explique où s'est rendu Shaki. La justification me semblait, ma foi, parfaite. Mais surtout, par-dessus tout, elle apporte une information extrêmement importante qui révèle un mystère qui perdure depuis le flashback de God Valley, le fameux trésor de l'île des pirates. C'était un terme employé par Garp à Kong pour lui dire en gros que fallait pas s'étonner si les Rocks allaient s'en prendre aux dragons célestes, si eux-mêmes ont agité la ruche en volant un de leurs biens. Là forcément ça a commencé à nous hyper, waouh, mais quel trésor Chebek pouvait-il avoir? Pire encore, quel trésor les pirates de l'ère pré-Roger pouvaient-ils autant chérir? Du coup, vu que la chasse de God Valley mettait en récompense des fruits du démon, bah bingo, ça devait être ça. En tout cas, c'était logique de le déduire. Et pourtant, non, messieurs, dames, nous étions loin du compte, très loin du compte même. Vous l'avez lu aussi bien que moi, le narrateur explique que Shaki est petit à petit devenu pour les pirates de cette île un trésor qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre. Une déclaration absolument pas aléatoire, quand justement nous sommes à seulement 4 ans de l'incident de God Valley et que le mystère autour de ce trésor persiste toujours. Donc voici ce qui s'est probablement passé. Alors que les Rocks étaient partis en raid quelque part sur les mers, les Tenryubito, pour pas dire les chevaliers divins, ont pénétré sur la ruche et ont kidnappé Shaki. Pourquoi? Car Shaki est très probablement à cette époque connue comme étant la femme la plus belle du monde, et le dernier chapitre disait justement un truc qui me perturbait beaucoup, c'était l'insistance du narrateur à dire que la popularité de Shaki atteindra un stade inimaginable. On peut donc en déduire que les Tenryubito ont eu vent de sa popularité, ont eu vent de sa beauté, et comme ils ont ce désir obsessionnel de tout posséder, collectionnant les femmes comme des objets, ils ont voulu s'en emparer, expliquant au passage pourquoi elle n'apparaît pas aux côtés de tous les autres dans le chapitre 1096. Elle aurait été un prix spécial de la chasse de God Valley, remporté par celui ayant fait le plus de points, la fameuse sublime récompense destinée aux champions et vainqueurs de la chasse de God Valley, mentionnée par les Tenryubito. Car de toute façon, les fruits du démon qu'ils ont mis en jeu avaient plus ou moins la même utilité, leur servir de nourriture à faire consommer aux esclaves afin de les divertir pendant quelques minutes. C'est d'ailleurs comme ça que les sœurs Boa, elles aussi Kuja, ont fini par posséder leurs fruits du démon. La suite, de toute façon, Shaki a été libérée et on peut oser imaginer que c'est peut-être grâce à Rayleigh débutant vraiment leur romance. Alors attention, il faut quand même nuancer tout le propos. Oui, Shaki est probablement à l'origine du mouvement de certains Rocks, mais pas de tous. Kaido, Big Mom et sûrement Stussy, rien qu'eux n'en avaient rien à faire de Shaki, ils sont pas allés la sauver elle, ce sont les fruits du démon qui les intéressaient. En tout cas pour Big Mom, c'est sûr et certain, même pour Shiki d'ailleurs, la présence de pouvoir aussi important mais également du trésor de la ruche ont donc suffi à rassembler ceux intéressés par l'un, l'autre ou même les deux. Quoi qu'il en soit, et comme je vous le disais, la mention d'un trésor humain par le narrateur, celle d'un trésor de la ruche par Garp et d'une récompense sublime par le dragon céleste correspond absolument à Shaki en fait. Donc ça veut aussi dire que dans les prochains chapitres, nous allons découvrir comment elle a été capturée, mettant peut-être et pour une fois la lumière sur la disparition de Ginny aussi, puisqu'on n'a jamais su comment elle a été kidnappée. Finalement, plus ça va et plus l'incident de God Valley s'approche. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que tout soit révélé maintenant, mais quand
quand même, je peux me tromper, si je me trompe vraiment, alors le plus hypant est très clairement devant nous. Et là, ce qu'on va faire, c'est parler de la case finale de ce chapitre. Le Gorosei veut forcer Harald à tuer Rox. C'est la condition pour rejoindre le gouvernement mondial. Le roi d'Elbaf sera-t-il capable d'éliminer Chebek pour enfin atteindre l'objectif fixé il y a des dizaines d'années? Alors moi, j'ai une seule question du coup. Est-ce que Harald va vraiment accepter de tuer un ami alors qu'il cherche depuis sa rencontre avec Ida à adoucir l'image des géants d'Elbaf tout en évitant la moindre confrontation? Pourrait-il vraiment marquer l'intégration d'Elbaf au gouvernement en s'alliant au pays mais en faisant également couler du sang? C'est évident qu'Harald n'acceptera jamais. Par contre, c'est très rusé de la part du Gorosei puisque s'il acceptait, ça aurait pu être un moyen pour le gouvernement de voir s'entretuer deux de leurs plus grands ennemis. C'était parfait pour eux. Et si vous vous demandez encore pourquoi le gouvernement veut tuer Rox, eh bien, c'est parce qu'ils ont peur. Vraiment peur. Il faut croire que les chevaliers divins ou le Gorosei ne seraient pas suffisants à l'emporter sur les Rox d'il y a 40 ans. Mais finalement, ce qui effraie sûrement le plus le gouvernement, c'est le plan que Chebek a en tête. Ce type a tout prévu, il lui faut 2 fruits du démon. Il veut découvrir la Galela et donc possiblement réveiller une arme antique. Si Kyo est un véritable infiltré de la marine au sein des Rox, alors le Gorosei avait toutes les raisons à ce moment-là précisément de chercher à le tuer. Car ce désir de l'effacer de l'histoire survient précisément le chapitre après la révélation du plan de Chebek. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Alors avec ça en tête, avec cette menace qui pesait sur le gouvernement et ce désir qu'ils avaient de tuer Rox, pouvons-nous encore aujourd'hui penser un seul instant que c'est Roger qui a vraiment achevé Chebek? Moi je pensais à l'origine que Chebek s'était limite fait absorber par ses propres pouvoirs dans le cas où il avait le Yami Yami no Mi, mais c'était qu'une théorie. Et il est possible que l'autre scénario soit que la destruction de God Valley ait eu lieu par Imu. Ce flashback et la possible révélation de God Valley prochainement pourraient mettre la lumière sur cette vérité, l'apparition d'Imu, une puissance qui, une dizaine d'années auparavant, Chebek ne pouvait espérer combattre, lui-même le savait. Donc imaginez un seul instant que Imu soit apparu sur God Valley face aux 2 pirates que sont Chebek et Roger et que leur duo n'ait rien pu faire face à cette puissance. Qu'Imu était purement et simplement insensible à leurs attaques car seule Nika peut faire quoi que ce soit contre elle, seul son pouvoir est nécessaire pour la vaincre. On peut donc partir dans énormément de scénarios, mais si je dois en imaginer un qui me fait vraiment kiffer, eh bien Chebek se sacrifiera face à Imu en lui crachant exactement la même malédiction que sur Marie-Joise, je reviendrai. Il permettra à Roger et aux Rox de partir mais mettra en garde le futur roi des pirates car celui qui viendra après lui, son fils, sera sûrement celui qui dominera le monde. Le plan de Rox est déjà en marche. God Valley a eu lieu il y a 38 ans. Or, un an auparavant, Teach est né. Ce qui veut dire que là, dans quelques années, que nous le voyons ou non, Chebek va rencontrer la mère de Barbe Noire et Barbe Noire naîtra durant ce flashback. Tout comme Roger a déclaré après être revenu de l'Aftel que celui qui ira encore plus loin que lui sera probablement son fils, les derniers mots de Chebek destinés à Roger, Imu et tous les autres pirates et membres du gouvernement qui veulent entendre seront que, eh bien, sa menace ne disparaîtra pas. Elle ne disparaîtra pas car quoi qu'il ait fait à Teach pour le maudire au point de l'empêcher de dormir, eh bien son fils, sa progéniture, réalisera le rêve de domination qu'il n'a pas pu mener à bien de son vivant. En gros, Chebek a préparé un plan de secours lui permettant d'accomplir sa propre volonté même s'il n'est plus physiquement de ce monde et c'est précisément la raison pour laquelle il n'hésitera pas à se sacrifier face à Imu. Un sacrifice qui sauvera au passage tous ceux présents sur l'île. Peut-être que lui aussi dévoilera un haki des rois aux effets un chouïa similaire à celui de Joy Boy dans le chapitre 1122, réussissant à repousser Imu et les douaniers à Marie-Joise à travers leur cercle des abysses. Pire encore, et si c'était de Chebek dont parlait Kaido lorsqu'il disait à Luffy qu'il n'avait pas réussi à devenir Joy Boy après l'avoir vaincu sur Onigashima. Et si Chebek cherchait à l'époque à devenir Joy Boy? C'est une légende qu'il aurait pu avoir dans son pays ou une légende qu'il a entendue. Joy Boy n'est pas forcément aux yeux de tous le libérateur du monde, mais quelqu'un qui le refaçonne exactement ce que voulait faire Chebek. C'est la raison pour laquelle King croyait que Kaido était Joy Boy, car il allait refaçonner le monde. Alors peut-être que Kaido lui-même connaissait cette légende encore d'avant, grâce à Chebek, son capitaine, qui lui-même espérait remodeler le monde à sa façon en commençant par détruire le gouvernement. Cette remarque de Kaido ne lui serait alors pas destinée, nous qui pensions qu'il avait échoué à devenir Joy Boy, mais bien à son ancien capitaine, Chebek, sacrifié sur God Valley. Ouais, donc effectivement, j'ai hâte de voir jusqu'où le flashback des Rox sera dévoilé. Si God Valley est à nouveau au centre de l'histoire, les événements cachés et mystérieux de cet incident risquent de faire surface et de changer notre vision des Rox et de Chebek. Bon, de base, je devais faire un courrier, mais ça a été la semaine des contretemps
hein. Alors je suis désolé, je vais faire comme la dernière fois un petit compte rendu final de ce chapitre. Encore une fois, je l'ai trouvé excellent, beaucoup plus calme en termes d'informations, vraiment utile et nouvelle, mais d'excellentes bases de poser pour la suite. Là-dessus, rien à redire, c'est un peu le chapitre de transition du flashback et pour toutes les dingueries qu'on a eues depuis le début, franchement, ça en vaut clairement la peine. Le point négatif pourrait être les dessins, mais là, il y a une justification puisque apparemment, Oda n'aurait pas eu le temps de tout terminer, ce que je trouve absolument normal vu le nombre hallucinant de décors et de détails dans ce chapitre, c'était fou. Sinon, le truc que j'ai absolument préféré, je crois, c'est de découvrir des interactions improbables tout le long. Voilà, des interactions qu'on ne pouvait pas imaginer il y a de cela quelques années. Genre Gloriosa à côté de Big Mom entourée de Katakuri, Oven et Daifuku jeune, ça me mindfuck. J'arrive pas à réaliser que c'est la même femme d'Amazon Lily que Luffy a rencontré. D'ailleurs, les triplés de Big Mom là, faut pas oublier qu'il y a une grande chance que leur père soit un membre des Rocks. Hein, on n'en sait rien. Autre interaction marrante, Kaido et Barbe Blanche qui parlent de fruits du démon, c'est l'une des premières interactions qu'on a de ces empereurs côte à côte. Si vous voulez encore un autre bon gros mindfuck, dites-vous que chez les Mugiwara, on a littéralement un ancien membre des Rocks qui a tout vécu de leur aventure et de God Valley. C'est Zeus. Ouais, Zeus a été récupéré par Nami et il est censé, je dis bien censé, avoir encore ses souvenirs de cette époque. C'est absolument une folie, je trouve, non? Limite, il connaît Rox mieux que Loki, Harald, Roger et Garp réunis. Donc voilà, ça sert à rien parce que ça sera sûrement jamais exploité, mais j'aime bien penser à ce genre de détails à la con. Bon, là, c'est un sujet un petit peu plus piquant, mais Shaki, enfin, pas Shaki en elle-même, mais les réactions autour de Shaki. De ce que j'ai cru comprendre, les réactions de Lover des Rocks a posé problème comme pour Roger. Bon désolé, mais moi j'arrive toujours pas à comprendre le problème. Voilà, ils ont tous été suffisamment badass, sérieux et dangereux durant ces derniers chapitres pour enfin donner un petit côté un peu humain sur lequel on peut nous se calquer. Ça fait du bien de voir des réactions honnêtes, ça leur va bien parce que ça reste dans l'esprit de leur personnage. Certes Kaido, Crocodile ou Mihawk ça ferait bizarre parce qu'ils sont vraiment très impassibles, mais là honnêtement ça change strictement rien ni au scan ni à l'histoire racontée, ni au background des personnages d'ailleurs. Au contraire, moi je trouve que ça ne fait que forcer un trait terrible de One Piece si la théorie de Shaki, trésor de la ruche, se confirme. Les pirates, malgré leur recherche de gloire, de fortune et de trésors, etc., sont moins cupides et moins tordus que les dragons célestes qui l'auraient kidnappée et fait d'elle la récompense d'un jeu. Certains la regardent les yeux en cœur, se jetant à ses pieds pour l'aider à ouvrir une bouteille, d'autres l'enlèvent pour la séquestrer. J'avoue avoir une préférence pour les premiers. Dites-moi en commentaire cependant ce que vous en avez pensé, si ça vous a dérangé, si c'est le cas, pourquoi ça vous a dérangé, ça m'intéresse vraiment premier degré. Voilà pour cette review les bros, elle me paraît minuscule comparé à ce que j'ai pu faire ces dernières semaines, mais écoutez, ça fait pas de mal aussi, un peu plus léger. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère quand même qu'elle vous aura bien plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez surtout très soin de vous et de vos proches, peace les bros.